On dit que le sang est plus épais que l'eau. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le sang peut aussi se refroidir. Je l'ai appris à 72 ans, assise dans la salle d'attente de la clinique de mon fils, le regardant passer 3 fois devant moi sans me saluer. Le même fils que j'avais porté pendant des nuits blanches, nourri avec l'argent gagné en frottant les sols à l'aube, et aimé de toutes les fibres de mon être. Il ne m'a pas reconnu ce jour-là, non pas parce que j'avais changé, mais parce que pour lui, je n'avais jamais vraiment existé. Mais commençons 6 mois plus tôt, lorsque la lettre qui allait tout changer est arrivée. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle de mon petit appartement tandis que je préparais mon café au lait habituel. À 72 ans, la routine devient sacrée, ce sont les fils qui relient les journées quand tout le reste menace de se défaire. Mes mains, usées par des décennies de nettoyage de bureaux avant le réveil de la ville, tremblaient légèrement lorsque j'ouvrais l'enveloppe à l'entête élégant, Dubois et Associés, notaire. À l'intérieur se trouvaient des documents qui auraient fait pleurer de joie la plupart des femmes de mon âge. Le portefeuille d'investissements immobiliers que j'avais discrètement constitué pendant 30 ans au prix de repas sacrifiés, de vêtements d'occasion et d'investissements calculés de chaque centime disponible, avait dépassé mes rêves les plus fous. La notification précisait simplement que le consortium que j'avais cofondé possédait désormais 17 biens commerciaux à Lyon, dont des immeubles de premier ordre dans le quartier médical. La plus grosse participation appartenait à une certaine Marguerite Rousseau, moi. Je posai la lettre sur ma petite table de cuisine et la fixai, les chiffres se brouillant à travers des larmes retenues. Non pas des larmes de bonheur, mais de profonde tristesse. Car à cet instant, je réalisai que mon fils, le brillant neurochirurgien Dr Antoine Rousseau, dont le nom figurait dans les pages mondaines du Figaro, ignorait totalement que sa mère était propriétaire de l'immeuble même où se trouvait sa prestigieuse clinique. L'ironie était aussi amère qu'un café brûlé. Mon esprit revint à 1978, lorsque mon mari Marcel mourut subitement d'une crise cardiaque, me laissant avec mon petit Antoine, âgé de 8 ans, et des dettes qui semblaient insurmontables. Je me souviens d'être debout dans notre petit appartement de Belleville, tenant le bulletin scolaire d'Antoine, toujours avec des A, et de faire un vœu silencieux. Ce garçon brillant deviendrait quelqu'un de magnifique, même si je devais tout sacrifier pour y parvenir. Et j'ai tout sacrifié. Tandis que d'autres mères savouraient tranquillement leur café matinal avec leurs voisines, j'étais déjà dans le métro à 5h30, en route pour le 16e arrondissement pour nettoyer des bureaux avant l'arrivée des cadres. Mes mains, autrefois douces et élégantes comme celles de ma mère, sont devenues rugueuses et rougies par les produits chimiques et le frottement. J'ai porté les mêmes 3 robes pendant des années, les alternant soigneusement, raccommodant des déchirures que personne d'autre qu'Antoine ne verrait jamais. Mais Antoine voyait tout. Il me voyait repriser des bas à la lumière d'une lampe après son coucher. Il me voyait calculer mes dépenses de course sur des bouts de papier, choisir entre ses biscuits préférés et mon propre déjeuner. Il me voyait étudier ses manuels tard le soir, prêt à tout pour l'aider à faire ses devoirs dans des matières que je comprenais à peine. « Maman, me disait-il parfois, quand je serai médecin, je t'achèterai de belles robes. » Je souriais et l'embrassais sur le front, savourant le sel de mes propres larmes silencieuses. « Concentre-toi sur tes études, mon chéri. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ce que je ne lui disais pas, c'est que chaque franc que je gagnais au-delà de nos moyens de subsistance, je l'investissais. Pendant qu'il dormait, j'étudiais les rapports financiers avec la même intensité qu'il mettait à étudier les manuels d'anatomie. Les femmes de ménage avec lesquelles je travaillais m'apprenaient des choses que les conseillers financiers ne sauraient jamais apprendre, quel quartier était en plein essor, quels immeubles prendraient de la valeur, quelle petite opportunité pouvait se transformer avec patience et sacrifice. Lorsqu'Antoine est entré en faculté de médecine, j'avais discrètement constitué un petit portefeuille immobilier. Rien de tapac sans grave-l'œil, rien qui attire l'attention, mais des investissements solides qui ont progressé régulièrement à mesure que Lyon se transformait autour de nous. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, lorsqu'il a terminé son internat, lorsqu'il a ouvert son premier cabinet, j'étais là non seulement comme sa fière mère, mais comme la force financière silencieuse qui a contribué à sa réussite. Mais le succès, j'ai appris, peut changer les gens d'une manière que la pauvreté n'aurait jamais pu faire. Tout a commencé subtilement. Les dîners hebdomadaires sont devenus mensuels, puis sporadiques. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts, plus superficiels. « Bonjour maman. Ça va ? Bon, il faut que j'y aille ?
Patiente urgente. Toujours une urgence, toujours une raison pour couper court à nos conversations. Puis sont arrivées ses fiançailles avec Céline, la fille d'un chirurgien du 7e arrondissement. Je l'ai appris non pas par Antoine, mais par une annonce dans un journal. Le mariage, une cérémonie élégante au château de Versailles, selon les pages mondaines, a eu lieu sans moi. On ne m'a même pas donné la date. C'est mieux comme ça, maman, m'a-t-il expliqué lors d'un de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. Tu ne serais pas à l'aise avec tous ces gens. C'est très formel, très différent de ce à quoi tu es habitué. Différent de ce à quoi j'étais habitué. Comme si la pauvreté était une tâche indélébile qui me rendait inapte à sa nouvelle vie. Les années se sont brouillées, des invitations de Noël jamais arrivées, des petits-enfants que je ne connaissais que par des photos publiées par Céline sur les réseaux sociaux, des prix et des distinctions professionnelles célébrés dans des cercles qui, d'une certaine manière, ne m'incluaient jamais. Je suis devenu un fantôme dans la vie de mon fils, hantant les marges de sa réussite. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, lors du dîner célébrant sa nomination au poste de chef du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Croix-Rousse. J'avais fait des heures supplémentaires pendant des semaines pour m'offrir une robe convenable bleu marine, simple mais élégante, de chez Printemps. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui a sa place à la fête de son fils. Le restaurant était tout ce qu'Antoine était devenu, raffiné, cher, intimidant. Les verres en cristal reflétaient la lumière comme des étoiles capturées, et les autres convives parlaient avec le ton décontracté de ceux pour qui un tel luxe était monnaie courante. Je me suis assis au bout de la table, délibérément placé là, réalisé-je, où je serais le moins remarqué. Céline m'a présenté à ses parents comme la mère d'Antoine, Marguerite. Pas notre chère Marguerite, ni la femme qui a rendu tout cela possible, juste un fait biologique énoncé avec le même enthousiasme qu'on évoquerait la météo. Mais c'est le comportement d'Antoine qui m'a le plus profondément touché. Lorsqu'un collègue l'a interrogé sur son parcours, il a parlé avec éloquence de sa formation, de ses mentors, de sa vision de l'innovation neurochirurgicale. Interrogé sur sa famille, il a mentionné son père, un homme travailleur mort jeune, mais a oublié de mentionner la femme qui avait cumulé 3 emplois pour payer ses manuels médicaux. Le talent trouve toujours un chemin, conclut-il en levant son verre. Des aptitudes naturelles alliées à la détermination, voilà la véritable formule du succès. Des aptitudes naturelles. De la détermination. Comme si mes décennies de sacrifices, mes investissements pour son avenir, mes nuits passées à pleurer dans mes oreillers pour qu'il ne m'entende pas, n'avaient été que des notes de bas de page dans son récit de triomphe personnel. Je me suis excusé après le plat principal, prétextant la fatigue. Personne n'a protesté contre mon départ anticipé. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide pour rentrer. Debout sur le trottoir devant ce restaurant rutilant, regardant par les vitrines mon fils poursuivre sa fête, je me suis rendu compte que j'avais passé 30 ans à me rendre invisible pour qu'il puisse briller et maintenant, même moi, j'avais commencé à disparaître. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'aurait semblé impossible des mois plus tôt. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des cartes d'anniversaire. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à une vie soigneusement organisée pour m'exclure. Et j'ai commencé à planifier. Le portefeuille immobilier que j'avais constitué, ces petits investissements stratégiques réalisés avec les salaires et les sacrifices des femmes de ménage, était devenu quelque chose d'exceptionnel. Le consortium que j'avais cofondé avec 3 autres femmes de mon quartier contrôlait désormais d'importants biens commerciaux dans tout Lyon. Nous étions les reines invisibles d'un empire modeste mais prospère, bâti un investissement prudent à la fois. Plus important encore, nous étions propriétaires du bâtiment où opérait la prestigieuse clinique d'Antoine. Ce bâtiment rutilant de 5 étages, dans le quartier médical, avec son hall en marbre et ses blocs opératoires ultramodernes, se dressait sur un terrain que j'avais contribué à acheter 15 ans plus tôt, alors qu'il n'était encore qu'un quartier d'entrepôts abandonnés. Antoine payait son loyer religieusement chaque mois, sans probablement jamais se demander qui encaissait ses paiements. Dans son esprit, ses soucis banals étaient gérés par des administrateurs et des comptables. Il se concentrait sur l'essentiel, sauver des vies, bâtir sa réputation, atteindre les sommets professionnels dont j'avais rêvé pour lui. Il ignorait que chaque mois, une partie de ses loyers revenait à la femme qu'il avait systématiquement effacée de son récit. L'ironie était exquise, mais je n'y prenais aucun plaisir.
Au contraire, j'éprouvais une profonde tristesse non pas pour moi, mais pour lui. À quel point son monde était devenu limité dans sa quête de respectabilité. Quelle minceur dans sa définition du succès, mesurée uniquement par des nominations prestigieuses et une reconnaissance sociale plutôt que par les liens qui avaient rendu ces accomplissements possibles. Il y a 3 mois, j'ai pris une autre décision. J'ai acheté un petit chalet au bord du lac d'Annecy, avec un jardin où je pouvais enfin planter les fleurs dont je n'avais jamais eu le temps de m'occuper. Je me suis inscrit à des cours d'aquarelle au centre d'art local, un rêve que je faisais depuis l'âge d'Antoine, mais que je n'avais jamais pu me permettre. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai commencé à vivre pour Marguerite Rousseau, et pas seulement comme la mère d'Antoine. La transformation a été progressive mais profonde. Mes mains, encore marquées par des années de dur labeur, ont appris à tenir des pinceaux plutôt que des brosses à récurer. J'ai peint des paysages et des natures mortes, des scènes de marché et des portraits des autres femmes de mon cours d'art, des femmes comme moi, qui avaient passé leur vie à prendre soin des autres et qui apprenaient enfin à prendre soin d'elles-mêmes. Je me suis fait des amis, de vrais amis, pas des gens qui toléraient ma présence en raison de mon lien avec quelqu'un de plus important. Nous partagions un café et des potins, assistions à des concerts et des expositions, voyagions ensemble lors d'excursions d'une journée dans des villages nichés dans les Alpes. J'ai découvert que j'étais en fait assez drôle quand on me donnait l'occasion de parler, intelligente au-delà des préoccupations domestiques, et capable d'une joie indépendante des réussites d'autrui. Mais le changement le plus profond était intérieur. J'ai cessé de m'excuser de prendre de la place. J'ai cessé de minimiser mes propres besoins et désirs. J'ai cessé de me définir uniquement par ma relation avec Antoine. Ce qui m'amène à la semaine dernière et à l'appel téléphonique qui a ouvert le dernier chapitre de cette histoire. Madame Rousseau? La voix était formelle, professionnelle. Ici Maître Dubois, de l'étude notariale. Nous devons discuter de questions urgentes concernant votre patrimoine immobilier. La clinique connaissait des difficultés financières. Ce n'était pas la faute d'Antoine, la combinaison de la hausse des coûts de fonctionnement, des complications liées aux assurances et des pressions économiques auxquelles sont confrontés tous les cabinets médicaux. On demandait au groupement des copropriétaires de l'immeuble d'approuver une baisse de loyer significative pour aider les locataires à rester solvables. Le locataire principal, expliqua Maître Dubois, est le cabinet neurologique du docteur Antoine Rousseau. Connaissez-vous son travail? J'ai failli rire. Oui, répondis-je simplement. Je connais son travail. La réunion était prévue pour le mercredi suivant. Tous les copropriétaires seraient présents pour voter sur la proposition de modification de loyer. Le docteur Rousseau avait demandé l'autorisation de faire appel personnellement au groupement des copropriétaires, expliquant sa situation et sollicitant leur compréhension. J'ai accepté d'y assister. Mercredi matin, je me suis habillé avec soin, non pas avec la robe bleu marine que j'avais portée à ce dîner catastrophique, mais avec un nouvel ensemble que j'avais acheté pour les expositions de mes cours d'art. Élégante sans ostentation, confortable mais digne. J'avais l'air de ce que j'étais, une femme d'affaires prospère se préparant à une réunion importante. La salle de conférence de Dubois et Associés était élégante, dans ce style discret et français, boiseries cirées, éclairage subtil, mobilier coûteux mais sans ostentation. Les autres propriétaires étaient déjà installés à mon arrivée. Marie-Claire, qui avait nettoyé des bureaux à mes côtés pendant des décennies avant que nous ne mettions nos ressources en commun pour acheter notre premier immeuble, Sylvie, une veuve qui avait transformé la petite retraite de son mari en un patrimoine immobilier impressionnant, et François, le comptable qui nous avait aidés à structurer nos investissements en ne percevant que des honoraires modestes. Nous formions un consortium improbable, d'anciennes femmes de ménage, des veuves et des ouvriers qui avaient discrètement bâti quelque chose d'important pendant que le monde fermait les yeux. Antoine arriva pile à l'heure, comme toujours. Il arborait la même expression confiante que je me souvenais de son enfance, préparé, déterminé, légèrement impatient face à tout ce qui pourrait freiner sa progression vers ses objectifs. Il portait un porte-documents en cuir et avançait avec la démarche assurée de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante de la pièce. Il s'assit en face de nous, ouvrit son portfolio et commença sa présentation sans même nous regarder. Pour lui, nous n'étions que des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre avec le juste mélange de charme et d'argumentation logique. Mesdames, Monsieur,
commença-t-il d'une voix imprégnée de l'autorité qui avait fait de lui le neurochirurgien le plus prisé de Lyon. Je me présente devant vous aujourd'hui non seulement en tant que locataire, mais aussi en tant que personne dont le travail est au service de la communauté. Ma clinique a réalisé plus de 3000 opérations cérébrales réussies, formé des dizaines de jeunes médecins et contribué de manière significative à la réputation de Lyon comme pôle d'excellence médicale. Il parla pendant 20 minutes de ses réalisations, des résultats obtenus par ses patients, de sa contribution à la recherche médicale. Il présenta des projections financières et des calendriers de rétablissement. Il offrit des garanties personnelles et des échéanciers de paiement modifiés. Ce qui le mettait, c'était de reconnaître que la femme assise juste en face de lui, celle dont il avait soigneusement évité de croiser le regard, était la mère qui avait rendu possible chacune de ses réussites. Même maintenant, même lorsqu'il avait besoin d'aide, je restais invisible à ses yeux. Après sa présentation, Maître Dubois demanda aux propriétaires s'ils avaient des questions. Marie-Claire me regarda avec impatience. Sylvie haussa les sourcils, une question que je compris parfaitement. François s'éclaircit la gorge et attendit. Ils savaient tous qui j'étais. Ils me connaissaient depuis des années, m'avaient écouté m'inquiéter pour Antoine lors de nos réunions d'investissement, avaient célébré ses succès tout en me voyant disparaître progressivement de sa vie. Ils attendaient que je me dévoile, que je prenne ma place dans cette histoire. Au lieu de cela, j'ai posé une question simple. Docteur Rousseau, vous avez longuement évoqué votre parcours et votre formation. Pourriez-vous nous parler des personnes qui ont soutenu votre éducation? Des membres de votre famille ou des mentors qui ont contribué à votre carrière? Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Antoine m'a regardé droit dans les yeux. J'ai perçu une lueur de reconnaissance, non pas de qui j'étais, mais de quelque chose de familier qu'il ne parvenait pas à définir. Sa réponse fut fluide, rodée par des années de questions similaires lors de rencontres professionnelles. J'ai eu la chance d'avoir de solides mentors à la faculté de médecine et pendant mon internat. Le professeur Dubois à la Pitié-Salpêtrière a particulièrement influencé ma technique chirurgicale. Mon père est décédé quand j'étais jeune, mais il m'a inculqué l'importance du travail acharné et du dévouement. Il marqua une pause, puis ajouta avec une émotion qui semblait sincère. J'ai eu la chance de réussir en grande partie grâce à ma propre détermination et au soutien d'excellents collègues du milieu médical. Sa propre détermination. D'excellents collègues. J'ai senti quelque chose se briser en moi, non pas mon cœur, qui se brisait lentement depuis des années, mais autre chose. L'ultime lueur d'espoir que, quelque part, enfoui sous son apparence soignée, vivait le garçon qui m'avait promis de m'acheter de belles robes quand il serait médecin. Merci pour cette précision, ai-je dit doucement. Avant de voter sur votre proposition, j'aimerais que les autres propriétaires sachent quelque chose de mon intérêt personnel dans cette décision. L'expression d'Antoine restait professionnellement attentive, même si je remarquais ses mains se crisper légèrement sur son portefeuille. Il y a 34 ans, ai-je continué, j'étais veuve avec un fils de 8 ans. Je travaillais comme femme de ménage, souvent à plusieurs emplois, pour subvenir à nos besoins. Chaque franc que je gagnais, l'argent économisé en sautant des repas, en portant la même robe jusqu'à ce qu'elle se déchire, en marchant au lieu de prendre le métro, j'investissais dans l'immobilier. Marie-Claire sourit légèrement. Sylvie hocha la tête. François resta professionnellement neutre, mais je perçus une pointe de satisfaction dans son regard. J'ai construit ce portfolio non pas pour la gloire personnelle, mais pour que mon fils ait des opportunités que je n'ai jamais eues. Je voulais qu'il soit instruit, qu'il réussisse et qu'il soit respecté. Je voulais qu'il ne connaisse jamais la honte de la pauvreté ni les limites qu'elle impose. Le masque professionnel d'Antoine commença à tomber. Son regard allait et venait entre mon visage et les documents devant lui, et j'ai vu le moment où la reconnaissance s'imposait enfin. Son sang se retira de son visage. J'ai réussi au-delà de mes espérances, continuai-je d'une voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de me submerger. Mon fils est devenu un neurochirurgien renommé. Il a accompli tout ce que j'avais espéré et même plus. Mais quelque part, dans son cheminement vers la respectabilité, il a décidé que ses origines et la femme qui avait rendu son succès possible ne convenaient plus à sa nouvelle vie. Le silence régnait dans la pièce. La bouche d'Antoine s'ouvrait et se fermait sans un bruit, comme un poisson sorti de l'eau. Docteur Rousseau, je suis Marguerite Rousseau. Je suis votre mère.
Et je suis la principale propriétaire de l'immeuble où se trouve votre clinique. L'impact de ces mots fut immédiat et dévastateur. L'image professionnelle soigneusement construite d'Antoine s'effondra, remplacée par une expression brute, choquée et complètement perdue. L'espace d'un instant, il ressembla au petit garçon de 8 ans qui m'aidait à compter les pièces pour faire les courses. « Maman !» Le mot sortit comme un murmure, chargé d'incrédulité et d'une pointe d'horreur. « Oui, dis-je simplement. Ta maman. Celle qui s'est tuée au travail pour payer tes études de médecine. Celle qui a investi dans l'immobilier pour que tu ne connaisses pas la pauvreté qui a marqué mon enfance. Celle que tu as passé la dernière décennie à effacer systématiquement de ta vie. » Des larmes coulaient sur son visage, et je sentais mes propres yeux brûler. Mais je n'avais pas fini. Pendant 30 ans, je me suis dit que ta réussite suffisait. Que peu importait que tu oublies tes origines, pourvu que tu sois heureuse et accomplie. Je me suis convaincue que l'amour maternel devait être désintéressé, que je devais être reconnaissante pour le petit rôle que tu m'accordais dans ta vie magnifique. Je marquai une pause, rassemblant mes forces pour la suite. Mais la semaine dernière, assise dans la salle d'attente de ta clinique, oui, j'étais là pour mon rendez-vous pour l'arthrite, même si tu es passé devant moi 3 fois sans me reconnaître, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai compris qu'en me rendant invisible, je t'avais appris que j'étais jetable. J'avais contribué à mon propre effacement. Antoine tenta de parler, mais je levai la main. Je ne veux pas me venger, mon fils. Je ne veux pas détruire ce que tu as construit ni te mettre dans l'embarras professionnel. Mais je ne peux pas non plus continuer à prétendre que mes sentiments ne comptent pas, que mes sacrifices étaient insignifiants, que mon amour était quelque chose de honteux. J'ai regardé autour de la table mes collègues investisseurs, ces femmes remarquables et le seul homme bien qui nous avait aidés à bâtir quelque chose d'important à partir de rien. Nous votons pour la réduction de loyer demandée par le docteur Rousseau. Sa clinique est très utile à la communauté et nous croyons en l'excellence des soins médicaux. Le soulagement d'Antoine était visible, mais je n'avais pas terminé. Cependant, il y aura des conditions. Premièrement, tous les futurs baux seront signés en toute connaissance de cause. Fini les propriétaires anonymes, fini les sociétés de gestion immobilière mystérieuses. Vous saurez exactement à qui vous payez votre loyer et pourquoi c'est important. Son hochement de tête était à peine perceptible. Deuxièmement, ce bâtiment sera rebaptisé. Non pas par ego ou par reconnaissance, mais pour rappeler que le succès est rarement individuel. Il s'appellera le Centre médical Marcel et Marguerite Rousseau, en hommage à la mémoire de votre père et à celle de la femme qui a transformé sa mort tragique en opportunité. Les larmes coulaient à flots, maintenant, de nous deux. Et enfin, dis-je d'une voix plus douce, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne te demande pas de culpabiliser de ton succès. Je ne te demande pas de te rabaisser pour me réconforter. Je te demande simplement de te rappeler que tes réussites reposent sur des fondations bâties par des gens qui t'aimaient bien avant que le monde ne connaisse ton nom. Je me levai pour partir, ramassant mon sac et mon manteau, les mains légèrement tremblantes. Le chalet au bord du lac d'Annecy où j'habite maintenant a une chambre d'amis. Elle est toujours disponible pour toi, Céline, et les petits-enfants que je ne connais que par des photos. Mais je n'attendrai plus près du téléphone, me demandant quand tu appelleras. Je ne me ferai plus petite pour que tu te sentes plus grande. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. J'ai passé 30 ans à apprendre à être invisible. Maintenant, j'apprends à être vue. J'espère qu'un jour tu voudras me voir aussi, non pas comme une honte de ton passé, mais comme la femme qui t'a aimé au point de tout sacrifier, y compris elle-même, pour ton avenir. La porte se referma derrière moi avec un léger clic, aussi final qu'un point concluant une très longue phrase. Ce soir-là, j'étais assise dans mon jardin au bord du lac, à regarder le soleil se coucher sur les Alpes tandis que des aquarelles séchaient sur le chevalet à côté de moi. J'avais peint Antoine tel que je me souvenais le mieux de lui, non pas le chirurgien raffiné, mais le garçon de 8 ans aux yeux intelligents et aux rêves trop grands pour notre petit appartement. Mon téléphone sonna 3 fois. Je ne répondis pas. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une façon de fixer des limites. Pendant 3 décennies, j'avais été disponible chaque fois qu'il avait besoin de moi, j'avais tout laissé tomber pour m'adapter à son emploi du temps et à ses besoins émotionnels. Maintenant, pour la première fois, il allait devoir attendre. Il allait devoir se demander ce que je pensais,
ce que je ressentais, si je lui pardonnerais. Il allait devoir se souvenir de ce que c'était que d'avoir besoin de quelqu'un qui n'était pas immédiatement disponible. La 4e fois que le téléphone sonna, 2 jours plus tard, je répondis. « Maman ?» Sa voix était faible, incertaine, dénuée de toute assurance professionnelle. « Bonjour, Antoine. » Je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dis rien pour l'instant. Écoute-moi. » Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai raconté ma vie, non pas la version modifiée pour son confort, mais la vraie histoire. Les nuits où je m'endormais en pleurant après avoir raccroché à ses appels de plus en plus brefs. Les matins de Noël passés seul à regarder les photos de mes petits-enfants que je connaissais à peine. La fierté que j'éprouvais à observer de loin ses réussites professionnelles se mêlait à la tristesse grandissante de réaliser que j'étais devenu un étranger pour mon propre fils. Je lui ai parlé des cours d'art, des nouvelles amitiés, du chalet au bord du lac. Je lui ai parlé d'avoir appris à vivre pour moi plutôt qu'à travers lui, de la découverte que j'étais toujours intéressante, drôle et capable d'évoluer à 72 ans. « Je veux te connaître » a-t-il finalement dit. Pas seulement comme ma mère, mais comme Marguerite. Je veux savoir qui tu es maintenant, qui tu es devenu. C'est un bon début, ai-je répondu. Mais Antoine, il faut aussi que tu comprennes quelque chose. Je ne reculerai pas. Je ne me rabaisserai pas pour m'intégrer à ta vie. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être authentique. Elle doit reconnaître notre histoire, toute notre histoire, y compris les moments douloureux. Je comprends. Et toi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de m'ajouter à ta liste de vœux de Noël ou de m'inclure sur des photos de famille pour la frime. Il s'agit de reconnaître que ta réussite a toujours inclus d'autres personnes, que tu les aies reconnues ou non. Le silence s'est étiré entre nous, chargé de 30 ans de vérité non dite. Maman? Oui. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es, mon fils. Mais les excuses ne sont que le début. 6 mois plus tard, Antoine arriva à mon chalet pour le déjeuner dominical, notre nouvelle tradition hebdomadaire. Il amenait Céline et les enfants, qui avaient enfin entendu parler de leur mystérieuse grand-mère, propriétaire de bâtiments, paysagiste et créatrice du coq au vin le plus incroyable de Haute-Savoie. Mon petit-fils, âgé de 8 ans et d'une intelligence précoce comme son père, étudia un de mes tableaux avec une concentration intense. « Grand-mère, as-tu toujours su peindre ?»« Non, ma chérie. J'ai appris quand j'étais déjà très vieux, plus vieux que ton papa maintenant. »« Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» Je regardais le jardin où Antoine aidait sa fille à construire un fort avec des branches mortes, son costume coûteux oublié tandis qu'il rampait à 4 pattes pour atteindre le bâton parfait pour sa construction. Parfois, dis-je à mon petit-fils, il faut devenir invisible un moment pour que les autres apprennent à briller. Mais il faut bien finir par se rappeler que nous aussi, nous méritons d'être vus. Il hocha la tête solennellement, comme si cela lui paraissait parfaitement logique. Ce soir-là, alors que ma famille s'apprêtait à rentrer à Lyon, Antoine s'attarda près de la porte. « Maman, j'ai une question à te poser. »« Laquelle ?»« La clinique, envisagerais-tu de siéger au conseil d'administration? Pas comme investisseur silencieux, mais en tant que toi-même. Ton expertise commerciale, ta vision de la construction à partir de rien nous serait utile. » Je souris en me souvenant du garçon qui m'avait promis de m'acheter de belles robes quand il serait médecin. « J'y réfléchirai, dis-je. Mais Antoine, comprends bien, si je dis oui, ce ne sera pas pour t'aider à réussir. Tu l'as déjà fait magnifiquement. Ce sera parce que je pense avoir quelque chose de précieux à apporter. »« Je sais, dit-il, et je vis bien qu'il comprenait enfin. J'espère que tu diras oui. » Alors que leur voiture disparaissait sur la route sinueuse menant à la ville, je m'assis dans mon jardin avec une tasse de thé et regardais les étoiles se lever au-dessus du lac. La femme qui avait frotté les sols à l'aube pendant 30 ans avait disparu, transformée en quelqu'un que j'apprenais encore à connaître. La mère invisible était devenue visible, non pas grâce aux exploits de son fils, mais grâce à sa propre révolution silencieuse. Demain, je déciderai de mon poste au conseil d'administration. Ce soir, je m'asseyais simplement, avec la profonde satisfaction d'une vie retrouvée, d'une voix retrouvée, d'un moi retrouvé après des décennies de dissimulation minutieuse.
J'avais 72 ans et j'apprenais enfin à être vu. Les fenêtres du cottage brillaient chaleureusement derrière moi, remplies de mes tableaux, de mes livres, de la vie que j'avais choisie. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles terrestres, et quelque part parmi elles, mon fils bordait probablement ses enfants, leur racontant peut-être des histoires sur leur remarquable grand-mère qui avait bâti un empire grâce au salaire d'une femme de ménage et à l'amour maternel. J'avais passé 30 ans à réaliser les rêves d'Antoine. Maintenant, enfin, je réalisais les miens. La femme invisible avait appris la plus importante des leçons. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de lui révéler qui l'on est vraiment, même si cela implique qu'il doive réinventer complètement sa propre histoire pour faire place à votre vérité. Surtout à ce moment-là.